Donc on va commencer la conférence sur la gestion patrimoniale optimisée et prédictive, dans la continuité de ce qui a été présenté ce matin avec l'apport de la technologie et notamment de l'IA. Petit mot d'introduction avant de présenter nos speakers, ou enfin qu'ils se présentent. Donc c'est la 5e conférence qu'on organise sur le patrimoine, puisque c'est la 5e édition du Digital Habitat. Je vais noter deux, trois éléments dans le cadre de la préparation qu'on a faite. La première chose, c'est que je suis très content parce que c'est une des rares fois où on a une majorité de femmes autour de la table pour parler de patrimoine et de technique. Donc déjà, c'est un élément qui est plutôt extrêmement positif pour ma part. Juste un petit mot sur chacun des speakers aussi avant qu'ils se présentent. Julie Bournet, donc, qui représente la SNCF Immo, qui est quand même un des plus gros propriétaires, c'est ce qu'elle nous dira tout à l'heure, donc c'est quand même assez exceptionnel, un des plus gros propriétaires immobiliers. Après, on a Sophie Leroux, qui nous parlera d'IA et de retour d'expérience sur des sujets aussi très techniques. Et enfin, François Guido, qui est un petit peu exceptionnel, puisqu'il participe à l'organisation des Jeux Olympiques, et donc il nous fera un retour de ses expériences de gestion de patrimoine, et peut-être qu'il nous parlera de 2-3 éléments sur les Jeux Olympiques. Donc ce que je propose pour commencer, on a un cadre d'1 heure, 45 minutes de présentation, et après on essaiera de laisser un peu de temps, avec 10 minutes de questions, et j'aurai le plaisir d'animer cette conférence avec Yoram de chez FICI. Avant de commencer, n'oubliez pas que vous avez le QR code pour l'application Slido qui va vous permettre de poser des questions pendant la conférence et que nous pourrons traiter soit pendant la conférence, soit en fin de débat. Donc pour commencer, peut-être parole à toi, Sophie, si tu peux présenter ton entreprise et ton parcours. Oui, avec plaisir. Sophie Leroux, donc moi je suis issue plutôt d'un cursus ingénieur, traitement d'image. J'ai baigné dans l'informatique assez rapidement. J'ai un background plutôt technique, donc j'étais data scientist avant. Aujourd'hui, je manage une équipe de 15 data scientists donc chez Data New Road, une entreprise qui a été créée en 2019, entreprise lyonnaise. Et aujourd'hui, donc, on est spécialisé dans l'intelligence artificielle et on traite différents sujets. Ça peut être très spécifique en fonction du cas d'usage du client. On a aussi des produits sur étagère qu'on commercialise, puisque des fois, on a des besoins communs à travers nos clients. On a beaucoup de clients orientés du coup plutôt transport, mobilité. On a beaucoup de concessionnaires d'autoroutes, plutôt dans le BTP. Faut savoir que Data New Road, c'est une filiale Eiffage. Et donc, on a beaucoup de sujets autour du milieu de la route. Voilà un petit peu pour la présentation de DNA. Merci, on reviendra là-dessus pour rentrer dans le vif du sujet sur la partie IA. Julie, à toi. Donc, Julie Bournet, je travaille à SNCF Immo et plus particulièrement à la DSI. Donc moi je suis informaticienne à la base et maintenant je m'occupe du pôle innovation et transformation digitale chez SNCF Immo. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, SNCF Immobilier, c'est donc une direction de la SNCF qui gère tout le patrimoine immobilier de la SNCF. Pour donner quelques chiffres, c'est 12 millions de mètres carrés de bâtiments et 30 000 hectares de foncier. Donc on est le 2e propriétaire en France après l'État. Et on gère différentes typologies de bâtiments, du tertiaire, du ferroviaire, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc c'est un parc très hétérogène. Donc ça, c'est quelque chose d'assez structurant pour les choses qu'on va aborder après. Et du coup, côté DSI, nous, on met en place des applications et des solutions numériques à destination des métiers de l'immobilier. Et ça couvre vraiment tous les métiers, puisque nous, côté SNCF Immobilier, on gère donc aussi bien le bâtiment, le facility management,
et la gestion locative, puisqu'on gère aussi l'occupation de nos bâtiments. Donc on est vraiment sur tous les volets voilà, du cycle de vie du bâtiment. Merci Julie. À toi François. Bonjour à tous et toutes. Merci Grégoire pour cette invitation, pour un retour d'expérience. Alors bon, moi j'ai commencé à m'intéresser à l'intelligence artificielle il y a déjà un petit moment, ça ne me rajeunit pas, une petite quarantaine d'années quand j'étais étudiant, et je travaillais sur des systèmes d'aide à la décision sur la robotique. Et ensuite, bon, je suis tombé dans le bâtiment et j'en suis toujours pas ressorti, d'abord en entreprise générale, puis en tant que maître d'ouvrage, et plus particulièrement quand même sur la gestion du patrimoine bâti. Donc j'ai eu la chance de travailler sur toutes sortes de patrimoines, que ce soit du logement ou du tertiaire, et dans des secteurs aussi variés que le privé. J'ai travaillé chez Alcatel, chez Pierre et Vacances Center Parks, on y reviendra, dans des secteurs comme des SLHLM, chez Valestis, chez Le Girep, chez Rigère, et dans le public, donc dans la grande maison d'aéroport de Paris. Universcience, c'est donc la réunion du musée du Palais de la Découverte et la Cité des Sciences. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir marier effectivement ma passion du bâtiment et ma passion du sport au sein du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, où j'ai en charge l'exploitation-maintenance de sites de compétition au cœur de la capitale. Et donc, partout, en fait, j'ai eu l'occasion de mettre en place, de développer des systèmes de gestion informatique du patrimoine. Et c'est vraiment passionnant de voir comment ces systèmes ont pu évoluer et aussi comment on peut les adapter à ses propres besoins. Super, merci François. Donc vous voyez, on a un panel, je disais qu'on avait une conférence assez exceptionnelle sur les intervenants. On va avoir beaucoup de retours d'expérience qu'on va pouvoir aussi confronter au retour d'expérience sur l'IA. Et peut-être que pour vraiment rentrer dans le vif du sujet sur l'IA, est-ce que, Sophie, tu peux justement nous faire un retour sur les travaux que vous avez initiés et entrepris et un peu le retour que vous avez aujourd'hui de ces expérimentations? Oui, alors on a initié il y a quelques années vraiment un projet où on est parti de zéro. On a travaillé notamment avec APRR sur la prédiction d'accidents et les zones à risque qu'il pouvait y avoir. Et donc on a utilisé tout un tas de données très hétérogènes, très différentes. Évidemment, les accidents, le trafic, la topologie du réseau, l'altitude, des paramètres météorologiques. Donc, tout un tas de données assez hétérogènes, aussi pas forcément très propres. Donc, on a dû traiter tout un tas de données différentes. On a utilisé aussi des open data. Donc, ça a été un projet assez conséquent. On a d'ailleurs publié 2 articles scientifiques à l'issue de ce travail. Et en fait, on s'est aperçu que sur ce cas d'usage très autoroutier, on pouvait l'appliquer à d'autres domaines. Et on s'est amusé à l'utiliser notamment sur des données Airbnb, sur des données aussi immobilières. Et on a vu que ça marchait plutôt bien. En fait, nous, ce qui a été intéressant, ça a été de créer un modèle IA générique qui puisse être utilisé en fait dans différents domaines. On l'a aussi utilisé dans le médical. Et donc, on a eu des très bons résultats. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur la partie modèle IA, mais on a utilisé des approches hybrides. On n'a pas utilisé juste un modèle IA, donc ça a été deux approches et 2 modèles différents utilisés. Je vous invite d'ailleurs à lire nos publications si vous êtes intéressés. Et donc, ça a été un sujet très intéressant, très valorisant pour notre entreprise et pour les clients qui l'utilisent in fine. Ce qu'on a vraiment voulu faire, c'est, sur la partie accident, en tout cas, on était beaucoup sur du curatif, puis du préventif. Et là, la force de l'algorithme IA qu'on avait mis en place, c'était d'aller plutôt sur du proactif et essayer d'anticiper les zones à risque et de comprendre pourquoi on a des zones où il y a plus d'accidents que d'autres. Et donc, on ne va pas juste donner une prédiction d'accident, on va aussi donner tous les facteurs qui concourent à ce risque-là et essayer de comprendre pourquoi il y a plus d'accidents ici. Donc, par exemple, l'altitude, la pente, le fait d'avoir plus de poids lourds, etc. Et ça, c'est applicable à tous les domaines. Donc, on a fait un modèle générique
qui permet d'avoir de l'interprétabilité, l'explicabilité sur des résultats quantitatifs. Et donc ça, c'est intéressant puisqu'on intègre vraiment du métier dans nos algorithmes. Donc c'est comme une surcouche sur des modèles IA qu'on connaît tous, on va dire. Et donc la difficulté, c'est vraiment l'interprétabilité. Hein. On en entend parler dans le domaine de l'IA et ça devient de plus important parce que aujourd'hui, quand on donne un résultat, qu'est-ce que peut en faire le métier? Et donc, on s'est posé ces questions-là avec nos clients et le fait de comprendre les résultats et de dire, voilà, on sait qu'il y a plus d'accidents parce qu'il y a une pente, eh ben, on va mettre des dispositifs adaptés pour justement réduire ce risque d'accident. Donc voilà, c'était... Déjà, peut-être une chose intéressante, en tout cas, que je trouvais assez pertinente dans la préparation de cette conférence, c'est l'IA est transposable. C'est-à-dire qu'on peut partir d'un même modèle et le dupliquer sur différents sujets. Oui, là, ça a été vraiment la force de ce projet, c'est qu'on a vraiment construit un modèle ultra générique. Et là où ça reste spécifique, c'est forcément dans le traitement des données. Chaque cas d'usage a ses propres données et c'est cette partie-là qui va rester spécifique. Après, les algorithmes restent identiques et donc vraiment transposables. Et ça a été l'exercice qu'on a fait sur ce projet. L'autre chose, tu disais, on essaye d'éviter le correctif et de faire du proactif. On parle aussi beaucoup de prédictif dans le bâtiment. Peut-être que ça peut faire un peu la jonction vers une vision de SNCF Immo sur l'approche du numérique et les premiers essais peut-être d'IA pour justement basculer d'une action corrective à plutôt une action prédictive. Oui. Au sein d'un parc aussi grand que le vôtre. Oui. Alors je vais peut-être casser un mythe, mais c'est vrai que nous, j'ai entendu lors d'une conférence quelqu'un qui appelait ça l'innovation discrète. Et c'est vrai que nous, à la SNCF, et particulièrement à l'immobilier, on est plutôt sur cette démarche-là, d'être dans l'innovation discrète, dans le sens pas trop bling-bling. Donc, ce que nous, vraiment, notre axe, c'est de mettre en place des innovations, et notamment sur l'IA, très orientées métier. Donc, notre première démarche, c'est déjà d'aller voir et de raccrocher des besoins métiers à des IA ou d'autres innovations. Donc, la façon dont on procède, c'est déjà, je voulais en parler un peu plus tard, mais je peux en parler maintenant, c'est toute la partie acculturation. Bon, alors on est un grand groupe, on est 150 000. C'est vrai que tout le monde n'est pas au même niveau de la culture numérique et SNCF Immobilier, c'est pareil. Tout le monde n'a pas le réflexe de se dire bon, je vais mettre en place une IA. Donc, il y a ce sujet-là. Et donc, on est allé voir les métiers pour essayer de recenser les cas d'usage, quelles étaient les problématiques, sans forcément parler de mise en place d'IA, mais plutôt de recenser quels étaient les besoins. Alors chez nous, je pense que ça va rejoindre beaucoup de sujets. Le principal problème, c'est la data, donc tout ce qui est données, récupération de données, mise en qualité, et tout le monde se rejoint là-dessus. Donc on a axé en fait notre réflexion sur où est-ce qu'on allait partir pour raccrocher des IA sur cette problématique-là. Donc on est allé benchmarker, donc on a rencontré différentes sociétés et je rejoins le sujet, on ne va pas se cantonner dans l'immobilier, on va rencontrer d'autres acteurs, pas forcément dans le bâtiment, pour essayer d'aller trouver des solutions à nous, les problématiques ont été relevées par les opérationnels. Donc voilà, on a rencontré pas mal d'acteurs et on a réussi à trouver du coup des solutions pour principalement des cas d'usage autour de la récupération de données à partir de documents. Donc nous, on a une grosse problématique, mais je pense que vous aussi, c'est l'amiante. Et le premier cas d'usage, ce serait de travailler, de récupérer de la donnée sur des documents plutôt morts, voilà, des PDF qu'on stocke massivement. Et voilà, donc on a cette problématique-là. Et la data aussi liée à notre inventaire patrimonial. Bon, c'est la caractérisation de nos bâtis. On part même du point, c'est est-ce que le bâtiment est existant ou pas. C'est vrai, quand on a 12 millions de mètres carrés de bâtiment, de savoir si le bâtiment est toujours là ou pas, c'est déjà un gros sujet pour nous.
Donc il y a cette identification-là et puis toutes les données qui sont autour. Donc il y a ce sujet-là et donc ça c'est de la récupération de données qu'on pourrait faire à partir des photos. Donc il y a l'exploitation des photos et puis il y a un volet aussi qui est très important chez nous, c'est soigner la relation client. On a des occupants qui occupent nos bâtiments et donc voilà, on essaye aussi de raccrocher des solutions IA sur cette problématique relation client. Je suis peut-être un peu trop long. Non, non, mais c'était très bien. Juste parce qu'il y a une prise de conscience sur la nécessité de structurer la donnée. De ce qu'on voit dans ce que explique Sophie, c'est que c'est un prérequis pour faire de l'IA. Peut-être la question, c'est comment on passe de cette prise de conscience à on a beaucoup de données, il faut les structurer, et quel est le chemin jusqu'à ça y est, on peut se mettre à table pour traiter l'IA. Parce que j'imagine que quand Eiffage a pris ce sujet, c'était comme n'importe quel métier, il y avait un problème de qualité de données qui étaient pas forcément là. Donc finalement, je pense que ce qui interpelle aussi beaucoup les gens, c'est comment on passe de ce constat de on n'a pas d'informations à maintenant on peut utiliser de la matière. Oui, c'est un prérequis, hein, la data, le traitement de la data, la structuration de la data, c'est quelque chose qui est très important. Nous, on a récupéré au début des données pas forcément nettoyées, pas structurées. On avait parfois des fichiers Excel. Et en fait, durant ce projet, en fait, on a été amené à forcément restructurer toute la donnée. Et ça a été la première phase en fait, du projet. Souvent, quand on parle d'un projet data science, la plus grosse partie, c'est le traitement de la donnée, la réception aussi, parce que des fois, on n'a pas forcément de données. Donc, nous, on a déjà eu des clients qui n'avaient pas assez de données, donc on est venu la compléter en achetant de la donnée. Par exemple, c'est aussi des choses qu'on peut faire, la compléter par des open data. Alors, les open data, c'est bien, mais attention, parce que des fois, il y a beaucoup de nettoyage à faire. Donc voilà, ces sujets-là arrivent forcément en amont de l'IA. Et nous, on accompagne aussi nos clients pour avoir ces stratégies data et monter en puissance sur de l'IA. Alors, on n'est pas obligé de faire de l'IA. Hein. Des fois, on a juste besoin d'un dashboard qui permet de voir ces données, remonter des alertes, etc. Et puis quand on a besoin de l'IA, parce que des cas d'usage peuvent valoir le coup en termes de ROI, etc., il faut se poser les bonnes questions en amont et pas foncer tête baissée sur un projet IA, puisqu'il y a des prérequis avant. Donc ces prérequis, ça veut dire que ça aussi implique potentiellement des modifications d'organisation en interne, ce qui fait qu'on peut recruter des Chief Digital Officers ou ce type de métiers nouveaux qui viennent finalement solidifier la base avant de se projeter. Tout à fait. On parle souvent aussi de gouvernance de la donnée. Donc voilà, c'est des sujets dans toute entreprise. Maintenant, tout le monde se pose ces questions-là. Où sont mes données? Parce que des fois, elles sont éparpillées. Peut-être aussi côté SNCF, c'est le cas. Voilà, il y a énormément de questions à se poser et c'est étape par étape qu'il faut le faire. Et il y a beaucoup d'entreprises qui accompagnent des grands groupes dans ce sens-là pour structurer la donnée et après aller vers l'IA. Ok. Bien sûr. Juste pour illustrer, c'est que donc nous on a foison de données, c'est bien, mais ça pose aussi un problème sur la qualité, l'entretien, la mise à jour, enfin voilà. Et on en est arrivé à un point où vraiment là, récemment, l'absence de qualité dans la donnée, ça posait un vrai problème dans le pilotage et des bâtiments et de l'autre axe stratégique dont j'ai parlé sur la relation client. Donc vraiment, ça c'était un vrai souci et c'est pour ça qu'on est en train de réorganiser complètement notre gouvernance de la data. En mettant en organisation aussi bien humaine que solutions numériques pour mettre en face les bonnes solutions. Et donc ça passe, nous on va recruter un Chief Data Officer qui va justement un petit peu orchestrer tout ça et faire prendre conscience aussi aux directions métiers que la donnée, c'est aussi eux, c'est pas uniquement une question informatique. Le métier est aussi partie prenante dans toute la chaîne de mise en qualité de la donnée et de l'acquisition aussi. Donc voilà, il y a toute une organisation humaine. Il n'y a pas qu'un volet informatique et solutions numériques concernant la data. Voilà. Alors, il y a ça, il y a deux aspects humains, des nouveaux métiers peut-être pour aller consolider la donnée dans un premier temps et vraiment créer de la matière pertinente. Et après, il y a aussi tout ce niveau métier ou l'expertise pour aussi interpréter et peut-être challenger les résultats qu'on peut avoir.
là c'est peut-être justement pour François, ce dont avec tes différentes expériences, c'est que un des éléments importants, c'est que selon le type de patrimoine qu'on gère, habitat social, tu parlais de center parks, tu parlais de tertiaire ou même de sites éphémères comme les Jeux Olympiques ou les musées, finalement les enjeux de services ne sont pas les mêmes et donc la donnée qu'on va récupérer n'a pas forcément le même objectif, mais pas de la même nature. Oui, tout à fait. En fait, bon, c'est intéressant de faire justement, alors ça c'est retour d'expérience, hein, de faire un tour d'horizon des enjeux en fonction de l'endroit où on se trouve, des enjeux sur lesquels on travaille. Bon, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de bailleurs sociaux dans la salle, donc vous connaissez bien les enjeux du logement social, hein, au niveau de l'exploitation, maintenance, du patrimoine, de la base. Donc effectivement, ce qu'on veut, c'est avoir un patrimoine dans le meilleur état possible. C'est d'avoir bien sûr des contraintes réglementaires, les services clients, mais en fait les contraintes ne sont pas forcément les mêmes en fonction de l'endroit où on se trouve. Par exemple, si on est en secteur tendu ou non tendu, les réponses ne vont pas être les mêmes. La réponse, c'est pas forcément on rénove et comment on va rénover. Ça peut être est-ce qu'il faut rénover ou démolir, reconstruire. L'échelle de temps aussi n'est pas la même. En habitat social, on va être sur 25-30 ans, sur les emprunts, sur tout ce qui est construction, rénovation. Si on se met un peu sur un autre secteur, allez, on va partir sur les résidences de tourisme. La résidence de tourisme, c'est assez compliqué de voir comment ça se fonctionne. Parce que, en gros, c'est des copropriétés. Hein, donc, les propriétaires, c'est des gens comme vous, moi, c'est des institutionnels. Et le gestionnaire est locataire. Donc là, bien sûr, il y a toute la notion du service client, il y a une notion de contrôle des charges, parce qu'en fait, c'est quand même Pierre et Vacances qui va payer les charges, quelque part. Mais en même temps, l'échelle de temps, c'est l'échelle du bail. Un bail, c'est 8-9 ans. Au bout de 8-9 ans, le propriétaire peut récupérer son bien. Donc la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on va entretenir? Est-ce qu'on va surtout investir dans le patrimoine, alors qu'il reste 4 ans, par exemple, et que on ne sait pas si on va conserver le bien ou pas. Donc il y a toutes ces questions qui entrent en ligne de compte. Et ça, il faut pouvoir effectivement apporter la meilleure réponse pour non seulement le gestionnaire, les propriétaires, mais également les utilisateurs, hein, les clients. En bâtiment tertiaire, bon là, on est aussi sur du service client, mais on a également toutes les contraintes. Les contraintes réglementaires. Il faut que ça puisse aussi s'adapter, bien sûr, à l'utilisateur. Et on a des systèmes quand même de mesure de la performance, de GMAO, GTB dans certains sites, etc. Donc on peut plus réguler, mesurer. Alors, je sens que Grégoire veut quand même faire un petit mot sur l'événementiel. Alors, l'événementiel, que ce soit les expositions à la Cité des Sciences ou au Palais de la Découverte ou bien les Jeux Olympiques, alors à l'échelle de temps, c'est 3-6 mois. Et autant vous dire qu'on ne fait pas de maintenance corrective pendant un événement, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir, ou alors il faut vraiment qu'il y ait un gros problème. Donc là, il faut avoir anticipé le maximum de choses en amont, d'avoir fait la maintenance préventive en amont, ou prédictive, et donc de pouvoir analyser les risques en Games Time pendant l'événement et de pouvoir également travailler sur tout ce qui est plan de contournement. Bon, si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, il y a vraiment des actions à faire en fonction de l'enjeu, évidemment, mais également toute la retombée médiatique qu'on peut avoir sur ces événements qui, il faut une parfaite connaissance du patrimoine, des enjeux, etc. Donc c'est quand même quelque chose d'assez intéressant à faire une fois dans sa vie. N'hésitez pas. C'est un peu tard, non, pour participer au JO? Ah non, il n'est jamais trop tard. Vous avez vu la campagne d'affichage, vous êtes tous bienvenus dans cette joyeuse équipe. Je crois que d'ailleurs, la SNCF IMO, ils essaient de vous mobiliser, non? Oui. Mais d'ailleurs, c'est vrai qu'on a fait appel un peu plus large à des gens qui veulent s'impliquer et accueillir des visiteurs en gare. Il y a des CDD même pour tout le monde. Oui, on est mobilisé en tant qu'agent. On nous a demandé d'aller accueillir les touristes en gare. Bon, c'était le moment publicité. Non, ce que je trouve intéressant dans ce que dit François, c'est qu'on voit bien la nécessité de l'expertise métier à chaque fois pour confronter à ces sujets de data et
d'intelligence artificielle pour que les résultats soient les plus pertinents, ou en tout cas en adéquation avec vos attentes, ou en tout cas qu'ils puissent être challengés. Julie, je rebondis aussi sur une chose que tu m'avais dit, c'est aujourd'hui les priorités au sein de SNCF Immo, c'est le client, et il y a deux axes, c'est connaître votre patrimoine et connaître vos clients. Est-ce que tu peux un peu... En développer ? Oui, s'il te plaît. Ouais. Alors déjà, ça paraît bizarre que SNCF Immo parle de clients, mais nos clients, ce sont nos occupants. Enfin, ça paraît bizarre, vous êtes des bailleurs sociaux, donc du coup, c'est vos locataires. Nous, on a aussi des locataires pour tous les types de portefeuilles, enfin de bâtiments qu'on a dans notre patrimoine, que ce soit du tertiaire, de l'industriel, du social, on a vraiment des occupants à traiter. Donc ça, aujourd'hui, on a conscience que niveau relation client, on avait encore beaucoup de chemin à faire. On a mis en place toute une stratégie pour justement améliorer cette relation qu'on a avec nos occupants. Et donc, ça passe par déjà les connaître. Et ça, dans nos bases de données, c'est un vrai fouillis. Il y a que ce soit des prospects ou des clients ou des personnes qui ont quitté, c'est vraiment compliqué pour avoir une information avec une vue 360 sur nos clients. Donc on a un gros projet à venir pour justement améliorer cette partie-là, que ce soit aussi bien organisation humaine, process, métier, mais aussi doté de solutions dans ce sens-là, voire même raccrocher un peu d'IA, je mets un peu d'IA là-dessus. Pour illustrer, par exemple, on envisage de brancher quelque chose qui nous permettrait de répondre aux sollicitations des occupants de manière plus automatique qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les gestionnaires locatifs, ils ont des modèles Word, ils copient-collent, enfin, c'est assez fastidieux. Avec une IA, ça vous pond une petite réponse assez rapidement qui souvent correspond aux attentes. Donc voilà, on a énormément de sollicitations de la part des occupants, que ce soit sur des travaux dans les bâtiments ou d'autres questions sur le bail, récupérer un document. Donc ça s'y prête plutôt bien. Et sur l'autre aspect, l'autre enjeu, donc c'est la connaissance du patrimoine. Donc ça, j'en ai parlé tout à l'heure. On a énormément de données sur et de documents aussi sur le patrimoine. Et l'idée, c'est de vraiment plus s'orienter sur l'amélioration du pilotage en fait, de notre patrimoine. Donc il faut il y a des gros enjeux sur la partie RSE et maîtrise de l'énergie. Donc si on veut maîtriser et être au rendez-vous des objectifs qu'on s'est fixés, il faut qu'on mette en place des indicateurs. Et donc qui dit indicateur dit data. Et donc récupérer tous les flux de données de consommation sur les différents fluides. Enfin, ça aussi vous connaissez mieux que moi sûrement. Et donc, donc maîtriser sa donnée pour mieux piloter son patrimoine et mieux répondre aux clients. Et j'avais noté 14 personnes qui font des inventaires. Ah oui, alors il y a un gros chantier sur la partie inventaire, parce que la connaissance du patrimoine, donc je l'ai dit, c'est pour la data, pour récupérer la data du patrimoine et la mettre en qualité. Donc, comme on a un parc réparti sur toute la France qui est très hétérogène et vraiment un peu partout, même dans des zones assez compliquées à accéder, on a recruté 14 personnes qui ont pour mission d'aller sur chacun des bâtiments et répertorier les datas qui nous sont vraiment indispensables pour piloter notre patrimoine. Ça m'amène, on va utiliser Slido. On a une petite question à vous poser qui est une question assez simple. C'est est-ce que vous considérez que vous avez justement une base de données technique patrimoine qui est complète ? Vous avez le choix entre oui et non. Vous êtes obligé de vous prononcer. C'est pour ce que je vous propose, c'est de répondre pour on lira le résultat un peu plus tard, mais pour donner un peu une tendance de manière générale. Déjà, vous avez bien compris que c'était un prérequis avant de parler d'IA. Peut-être, je vois le temps qui passe, deux, trois points particuliers. Est-ce qu'on peut avoir des retours aussi sur les écueils, sur ce type de sujet, ou des retours d'expérience, de difficultés qu'on peut avoir quand on se lance sur ce type de projet à l'échelle du patrimoine ? Alors, comme je l'ai évoqué, c'est la qualité de la donnée, forcément. On a aussi, on aimerait avoir plus de données. Forcément, quand on fait de la data science,
on sait quelles données peut influencer, et malheureusement, ce n'est pas des données qu'on capture à l'heure actuelle. Donc des fois, on a cette notion d'impatience, et on sait que ça va arriver, voilà, notamment pour les véhicules autonomes, on sait qu'on va récupérer de la data de plus en plus, donc on sait que ça va arriver, mais c'est pas encore le cas. Et voilà, on est un peu frustré des fois d'attendre cette donnée. Plus on a de contexte, plus on a de données différentes, et ben voilà, mieux on peut prédire. Donc c'est un peu voilà, l'attente qu'on a en tant que data scientist sur ces sujets-là. Et puis voilà, donc la qualité des données. Comme on évoquait aussi tout à l'heure, c'est intégrer le métier dans ces projets-là, c'est hyper important. On le sous-estime souvent dans ces projets IA. Les métiers ont une vraie valeur ajoutée à apporter aussi de l'explicabilité sur les données, de la compréhension. Et moi, je pousse beaucoup sur les projets avec nos clients qui participent au début du projet et aussi sur la phase de recette. Souvent, la restitution n'est pas forcément très claire. Comment ils veulent récupérer les prédictions, de la classification, peu importe l'usage après, et sous quelle forme, sous forme de logiciels, de fichiers, d'API. Voilà, c'est des questions qu'il faut se poser assez rapidement, puisque ça peut être assez bloquant aussi techniquement. Donc nous, on travaille beaucoup. J'ai un partenaire, Hamilton, qui est d'ailleurs présent au salon, avec qui on travaille beaucoup aussi l'aspect restitution, ergonomie. On travaille beaucoup notamment sur des métiers très de terrain. Et en fait, des fois, on peut avoir un super algo, mais si on ne sait pas le restituer correctement, ergonomiquement, etc., eh ben, il n'est pas bien utilisé. Donc c'est aussi cet aspect-là final du produit qui est intéressant. Et juste, je voudrais aussi apporter une information que tu m'avais donnée, c'est la patience pour avoir des ROI crédibles. C'est-à-dire que souvent, nous demandent des ROI, des ROI, des ROI. Les gens voudraient qu'on ait des ROI à 6 mois. Et tu m'as dit qu'il fallait prévoir 5 ans avant de... Alors sur le projet effectivement d'accidentologie, c'est des projets où on fait une aide à la décision pour les concessionnaires notamment, pour qu'ils aménagent au mieux les autoroutes ou les voies rapides. Enfin la partie aussi, on travaille aussi avec des métropoles. Donc voilà, c'est comme c'est des aménagements qui prennent du temps dans la partie BTP. Et ben le retour concret. Il met beaucoup de temps en fait à nous revenir. Nous, on qualifie bien sûr nos modèles sur des données historiques, etc. Donc on sait qu'on est performant, mais ce retour dans la réalité terrain sur ce cas d'usage en particulier d'accidentologie, ça prend du temps. Est-ce que le fait d'avoir mis une troisième voie sur autoroute a fait baisser l'accidentologie? En fait, ça prend du temps à prendre du recul, à mesurer, à récupérer les informations, les données, les valider, etc. Donc, pour ce cas d'usage, effectivement, ça peut être un peu long. Donc, c'est un travail de patience et de longue haleine. Tout à fait. Tout à fait. Juste rapidement, si on veut poser quelques questions, Sophie, peut-être aussi sur... pardon, Julie, tes retours d'expérience sur, je disais, des choses qui ont pu... des petits écueils que tu as pu rencontrer sur ce type de projet data. Oui. Alors, moi, je rejoins complètement sur le ROI. C'est vraiment quelque chose à soigner quand on se lance voilà, et sur de l'innovation, enfin, même des solutions numériques en général, et sur l'IA en particulier. C'est assez complexe de quantifier en fait, le gain du ROI. Pourtant, c'est un passage vraiment obligé pour convaincre du bien fondé. En fait, faut pas non plus faire de l'IA pour se faire plaisir, quoi. Il faut vraiment... justifier les coûts, enfin, surtout quand on est dans une entreprise publique, encore plus. On tient vraiment à lancer des projets sur lesquels il y a une vraie valeur ajoutée. Donc ça, je sais que c'est un exercice compliqué sur voilà, mieux connaître son patrimoine grâce à de l'acquisition de données, de la récupération de données via l'IA ou autre. C'est compliqué de le mesurer, de dire ça va être quoi le gain derrière. On connaît mieux son patrimoine, mais bon, il faut quand même le quantifier en euros et en temps gagné pour les opérationnels. Donc le ROI, je suis tout à fait d'accord. L'autre écueil, je rajouterais, cette actualité, on en parlait tout à l'heure, c'est tout ce qui est enjeu cybersécurité, c'est tout ce qui touche à la donnée. Ça va être compliqué, on est soumis à plein de réglementations voilà, autour de
tout ce qui est RGPD, mais aussi cybersécurité. Donc ça peut être je ne veux pas dire que c'est un frein, ça ralentit, disons, le projet, parce qu'il faut prendre toutes ces contraintes en plus. Et puis, juste un petit retour d'expérience donc sur le BIM. C'est vrai que chez SNCF Immo, chez Gare et Connexion, je crois qu'eux, ils sont très avancés sur tout ce qui est BIM. Nous, on n'a pas encore développé et déployé le BIM de manière large. Alors, c'est indépendant de l'IA, mais même on pourrait greffer de l'IA sur du BIM et toute la donnée qu'on récupère grâce au plan numérique. Mais voilà, nous, on n'a pas vraiment pris le tournant à l'IMO du BIM parce que justement, en termes de coûts, c'est tellement coûteux en fait de numériser. Puis, au vu de notre parc, est-ce que vraiment numériser notre parc, voilà, c'est tellement coûteux que quand on met le gain en face, voilà, la balance n'est pas vraiment équilibrée. Okay. Donc ça, c'est notre petit retour d'expérience. Peut-être toi aussi, François, des écueils que tu as pu rencontrer, s'il te plaît. Alors, il faut être concis. Alors, plus concis, ça va pas être possible. Donc, déjà, par rapport à ce que dit Julie et Sophie, je pense que l'écueil numéro 1, bon, quand on fait du développement, quand on met en place une politique de digitalisation, etc., il faut être pragmatique, mais ambitieux. Ambitieux et pragmatique, d'ailleurs, dans l'ordre. On l'a vu, ça demande des moyens humains, ça demande des moyens financiers. La participation des opérationnels à tout ça, c'est essentiel, parce que si la donnée est fausse au départ, elle est fausse à la sortie, hein, c'est ce qu'on a dit. Et c'est vrai que le plus gros écueil, c'était vraiment la mobilisation des opérationnels, bon, en plus de leur métier propre, et pour récupérer des données qu'ils n'ont pas forcément. Si on change de logiciel, ça va. Si on part de rien, c'est déjà plus compliqué. Le deuxième écueil, c'est le mouton à 5 pattes. Quand on cherche un logiciel qui est capable de traiter des travaux neufs, de la rénovation, de la maintenance, de la propreté, des interventions, on essaie de faire quelque chose qui plaît à tout le monde, et du coup, à la fin, ça plaît à personne. Et ça ne marche pas. Donc en fait, je pense qu'il faut vraiment privilégier des systèmes qui sont éprouvés, qui sont ouverts, qui sont évolutifs, et pas essayer de développer le mouton à 5 pattes. Bravo François. Juste pour échanger un peu avec la salle, d'abord un petit retour sur le sondage. Certains en Russie seraient rouges de honte. On a fait 100% de gens qui considèrent qu'ils n'ont pas de base patrimoine complète. Donc il y a du boulot avant qu'on puisse initier quelques travaux d'IA, en tout cas sur cette thématique. Et ça veut dire qu'on a un chantier devant nous assez important. Il y avait quand même un beau taux de participation, puisqu'il y a entre 35 et 40 personnes qui ont voté. Après, si je prends quelques petites questions qui ont été posées. Alors, pour vous, une définition simple de l'IA, je crois que ça avait été fait ce matin, mais... Une définition simple, rien n'est jamais simple, surtout avec l'IA. La frontière est très difficile à définir. C'est un peu le problème. Hein. L'IA, on dit qu'on fait de l'IA, mais pas forcément de l'IA, donc c'est un peu compliqué. Moi, je dirais qu'à partir du moment où on valorise des données, un grand volume de données, je pense qu'on peut déjà parler d'IA, d'intelligence artificielle. C'est vrai qu'intelligence artificielle, ça veut tout et rien dire. C'est pour ça que moi, j'ai ma propre définition plutôt actuelle, qui n'était pas forcément vraie il y a 10-20 ans. Ça a beaucoup changé. Mais je dirais que c'est la volumétrie des données, d'une part, la valorisation à travers des algorithmes plus ou moins simples, complexes. Après, voilà, il y a des curseurs et des performances différentes. Donc pour moi, c'est voilà, les deux principaux mots-clés à retenir. Et après, il y a une question qui est assez intéressante, c'est comme on a dit que 100% des gens n'avaient pas une base de données technique complète, est-ce que l'IA peut aider à optimiser la qualité des données, voire même à l'enrichir ? Oui, nous on a des sujets où vraiment on intègre de l'IA juste pour de la partie préparation de données, traitement de données et recréer aussi des données manquantes. Donc l'IA peut aussi intervenir vraiment en amont, en début de chaîne. C'est des projets qu'on a avec certains de nos clients. On a des problématiques de données aberrantes, de données manquantes, et on ne va pas juste faire
par exemple une interpolation. Non, on va aller beaucoup plus loin que ça. On va utiliser des notions temporelles, des notions géospatiales, puisque des fois, les capteurs, des capteurs par exemple sur le terrain, peuvent combler certains trous d'autres capteurs. Donc voilà, après il y a des stratégies plus ou moins différentes en fonction des capteurs, bien sûr, mais effectivement l'IA peut déjà intervenir en amont en fait. Je peux illustrer, si vous voulez, avec là, des cas concrets là, qu'on a identifiés, qu'on est en train de lancer. C'est alors justement sur ces problèmes de trous dans la raquette des données patrimoniales. Il y a une chose qu'on a beaucoup, c'est beaucoup de photos. Alors, on a énormément de photos de notre patrimoine, sous tous les angles, et on s'est dit, on va exploiter cette banque de photos pour aller en extraire des informations et les mettre dans nos bases de données. Par exemple, on s'est dit, à partir des photos, ça pourrait établir un premier diagnostic sur des travaux à mener sur nos bâtiments. Donc, on a plein de photos de façades, sous tous les angles, voire même de toitures, mais ça... on aimerait en avoir plus, mais c'est un peu compliqué, pour voilà, avoir un premier diagnostic et anticiper des travaux éventuels. Des travaux légers, évidemment, parce qu'une IA qui va aller essayer de décortiquer la photo pour vraiment décrire les travaux, ça va être compliqué, mais au moins un premier diagnostic. Et aussi sur identifier des passoires thermiques, par exemple, ça c'est assez simple à faire à partir de photos. Donc ça, c'est ce qu'on a prévu de lancer sur la partie anticipation des travaux. Voilà, pour illustrer un peu l'utilisation de l'IA. Bah, ça sera le mot de la fin, alors, Julie. C'est bien clôturé. Donc non, il est 45 pour respecter aussi le timing. Bien sûr, Julie, Sophie et François sont là après la conférence, donc pour les gens qui voudraient échanger avec eux, je pense qu'ils le feront avec plaisir. Je vous remercie d'avoir participé à cette table ronde et nous avoir consacré du temps. Et puis, il ne nous reste plus qu'à souhaiter à François des excellents Jeux Olympiques. Allez, bonne journée. Merci beaucoup.